Bien, merci à toutes et à tous d'être là pour ce forum qui va démarrer dans quelques instants. Merci à la municipalité de Montpellier, à Monsieur le maire, à Claire Hart qui est l'adjointe au maire et qui s'est impliquée dans ce forum. Merci aux organisateurs, merci au CIRAD, à l'IRD et à tous ceux qui, de loin ou de près, sont venus. Nous avons donc pour la première fois le forum sur l'Afrique à Montpellier. Il s'intitule Bonne nouvelle d'Afrique. C'est un forum que la Fondation Prospective et Innovation que je dirige et que Jean-Pierre Raffarin préside organise depuis 2012. Il y a eu, bien sûr, avec la pandémie, une césure, une coupure, et nous sommes heureux de reprendre cet exercice à Montpellier. Bonne nouvelle d'Afrique. L'Afrique, c'est comme le reste du monde, hein. Il y a des bonnes et des moins bonnes et même des mauvaises nouvelles. Donc, il ne s'agit pas de dissimuler la réalité. Et cette réalité, elle est bien sûr très, très changeante. Quand on a lancé Bonne Nouvelle d'Afrique en 2012, nous étions dans une période de croissance assez rapide, assez soutenue, qui avait démarré avec le début du siècle et qui s'est ralenti à partir de 2015 et qui, naturellement, a subi un choc, comme le reste du monde, avec la Covid-19. Bonne nouvelle d'Afrique, c'est naturellement un équilibre entre ces bonnes nouvelles qu'il ne faut pas oublier, ces mauvaises qu'il ne faut pas dissimuler, et entre l'afro-optimisme et l'afro-pessimisme, il faut privilégier l'afro-réalisme. Et c'est ce qui va être fait durant ces 3 demi-journées. Les thèmes qui sont traités sont des thèmes qui sont au cœur de l'actualité et des défis que rencontre l'Afrique. Ce matin, donc, avec l'agriculture, nous allons traiter d'un secteur essentiel pour l'Afrique, que ce soit en termes de PIB et plus encore en termes de population active. Et c'est un secteur qui, malheureusement, ne reçoit pas le soutien qu'il devrait recevoir, que ce soit des autorités nationales, des investisseurs ou des partenaires de l'Afrique. On sait que l'engagement qui a été pris il y a 8 ans à Maputo sur 10% des dépenses publiques à consacrer à l'agriculture, on est, sauf quelques exceptions, loin du compte. Et la même chose du côté des bailleurs de fonds, où moins de 10% des concours apportés au développement sont dirigés vers l'agriculture. Après-midi, nous aurons une réflexion sur la situation économique de l'Afrique, que ce soit du côté public, avec les autorités nationales, ou du côté privé, avec le secteur privé, qu'il soit national ou étranger. Et demain matin, deux sujets tout à fait d'actualité. Le premier sur l'environnement. Nous sommes à quelques jours de Glasgow, et l'Afrique, et pour l'Afrique, ces questions d'environnement sont à la fois des difficultés accrues, parce que les effets des dérèglements climatiques se font de plus en plus sentir, et puis il y a des opportunités pour une croissance verte. Et nous aurons le numérique ensuite, qui peut être une chance pour l'Afrique, mais qui ne peut pas naturellement être détaché de l'ensemble du contexte. Donc, quelques journées très, très, très riches,
Merci encore aux animateurs qui ont soigneusement préparé ces différentes sessions, aux intervenants. Nos travaux sont diffusés en direct grâce à Internet. Donc, nous avons un auditoire qui est important et ce que nous allons échanger durant ces 3 demi-journées sera repris sur nos sites respectifs et fera l'objet d'une diffusion et d'un accès à travers notre chaîne YouTube. Merci et merci à Claire pour tout ce qu'elle a fait et peut-être que ce forum sera suivi d'autres. À Montpellier, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, cher Serge. Messieurs les directeurs et vice-présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci beaucoup pour votre invitation et j'ai le grand honneur ce matin de représenter le maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, Monsieur Michael Delafosse, qui sera avec vous tout à l'heure avec le président de la Fondation. C'est un vrai honneur pour moi de pouvoir partager ce moment avec vous ici aujourd'hui. Et je voudrais vraiment commencer en félicitant la Fondation Perspective et Innovation, ainsi qu'Agropolis International et l'ensemble des institutions qui en font partie. Merci pour tout ce que vous avez fait et merci d'être là. C'est un travail de longue haleine, cher Serge, que nous avons entamé et ce travail participe à décloisonner la pensée et déconstruire les préjugés que nous avons sur le continent africain. Je voudrais souhaiter également le bienvenu à l'ensemble des experts, des expertes qui interviennent aujourd'hui et demain, qu'ils, elles, soient représentants du monde de la recherche, de la finance ou de la solidarité internationale. Vous accueillir ici à la Panacée, ce lieu de culture montpelliéraine, en ce jour est une véritable fierté et votre présence ici est le marqueur d'un monde qui change et d'un regard sur l'Afrique qui évolue. Je suis ravie aussi que cette nouvelle édition ait lieu sur le territoire montpelliérain. Comme l'a dit Serge, ce n'est que le premier. Et depuis longtemps, déjà terre d'accueil des diasporas africaines et plus que jamais engagées aux côtés de l'Afrique. À ce titre, et depuis plusieurs décennies, notre ville de Montpellier est investie dans des partenariats et des projets de coopération avec l'Afrique. Et aux côtés de sa ville jumelle de Fès, et je voudrais vraiment remercier Madame Nousa Sahel, la consul générale du Maroc, ici présente, de sa présence tout simplement, parce que cette ville de Fès, qui nous tient beaucoup à cœur, reine du Maghreb, bien évidemment, est une ville avec laquelle nous partageons énormément de projets aujourd'hui et ça ne demande qu'à évoluer dans l'avenir. Et peut-être, et ceci fait le lien avec les travaux que nous allons démarrer ce matin, peut-être parler de notre travail actuellement ensemble sur l'écoulement des productions agricoles locales à un prix décent que nous sommes en train de développer avec la ville de Fès afin de créer une situation plus juste pour le consommateur et pour le producteur. Aux côtés du conseil départemental aussi de Rufisque, Montpellier entend partager expertise et bonnes pratiques respectives afin que les deux collectivités, main dans la main, mettent en place des systèmes alimentaires vertueux, from field to fork, comme on dit, du champ à l'assiette. La surdouée de cette ville très chère au cœur de Georges Frêche, notre ancien maire, a ainsi fait la connaissance d'une Afrique plurielle, jeune, dynamique et experte, qui fut célébrée la semaine dernière lors du nouveau sommet Afrique-France. Une Afrique renforcée par sa société civile, active
étayée par le développement et l'accès aux nouvelles technologies. C'est cette Afrique-là que nous présentons ici aujourd'hui, le berceau de l'humanité, que l'on a trop longtemps conjugué au passé, se révèle être pionnier dans bien des domaines. Agriculture, économie, entreprise, climat et nouvelles technologies. Autant de thématiques porteuses du développement du continent africain et du territoire montpelliérain. Pont entre les deux continents, Montpellier se veut aujourd'hui garante d'une éternelle alliance entre la vieille Europe et la jeune Afrique. Grâce à des initiatives comme celle que nous inaugurons ici aujourd'hui, et grâce à la culture de l'accueil, de l'hospitalité et de la solidarité que nous nous devons de développer ensemble, grâce enfin à des projets de coopération et d'échange pour notre prospérité mutuelle. Alors que l'attention du monde se tourne vers les défis environnementaux, le développement durable et les nouvelles technologies, l'Afrique s'est d'ores et déjà positionnée en bâtisseuse du monde de demain. Car pour peu que nous tendions l'oreille et en lévions nos œillères, des bonnes nouvelles africaines, nous en recevons tous les jours. Et cette énergie n'a pas manqué de sauter aux yeux des grandes instances internationales, avec par exemple la nomination d'Ngozi Okonjo-Iweala, première femme africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Je ne sais pas de quoi sera fait le monde de demain. Je laisse les experts et expertes en discuter, mais je sais déjà qu'il aura le visage d'une femme africaine. Merci. Bien, maintenant nous allons céder la place à Jean-Marc Gravellini et aux intervenants pour traiter le sujet de ce matin, quelle agriculture pour l'Afrique et quel partenariat franco-africain pour l'agriculture africaine. Merci Claire et Jean-Marc. C'est bon. Merci beaucoup, merci Serge, merci pour cette introduction. Bonjour et bonjour donc à toutes et à tous. Nous allons peut-être nous présenter au fur et à mesure des interventions. Donc effectivement, nous avons 1 heure devant nous pour, en fait, alors c'est très ambitieux, mais dresser en quelque sorte un diagnostic de la situation africaine en termes de production agricole, en termes de commerce, tous les enjeux en quelque sorte de ce secteur. Bon, évidemment, en guise d'introduction, on peut rappeler quelques évidences. Tout d'abord, le formidable potentiel du secteur agricole en Afrique, avec, avant tout, je pense qu'il faut le souligner encore aujourd'hui, 70% de la population africaine qui vit en milieu rural. Et c'est un point important. Alors ça peut faire peur, mais c'est un atout du point de vue effectivement de la force de travail, du point de vue du dynamisme de ce secteur. Des terres arabes qui sont considérables aujourd'hui, c'est certainement, et les experts qui interviendront après moi le confirmeront, certainement le continent qui aujourd'hui offre le potentiel le plus important en disponibilité de terres arables. Un secteur également qui est souvent cité, c'est la possibilité aussi de procéder à un usage rationnel, raisonné de l'eau à travers l'irrigation, des terres qui peuvent être irriguées. Les grands fleuves aujourd'hui sont sous-valorisés quand on pense au fleuve Sénégal, au fleuve Niger. Et puis évidemment aussi un formidable marché intérieur avec des villes qui apparaissent sur les côtes, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, une classe moyenne qui apparaît et donc une demande extraordinaire. Donc tout cela, ce sont évidemment des atouts considérables qui doivent faire effectivement du secteur agricole un pilier de croissance et un pilier de richesse. Mais en même temps, on a aussi des facteurs qui, et on y reviendra, qui peuvent être à la fois des atouts et aussi pénalisants. On a un système qui reste très extensif. Vous le développerez certainement tout à l'heure. Pratiquement aucune valeur ajoutée, peu de valeur ajoutée sur place, peu de transformation. Enfin, je dis aucune, c'est un peu excessif, mais enfin beaucoup de produits qui sont encore exportés en l'état.
des politiques publiques dans le domaine agricole qui sont quelquefois effectivement, je pense que Kako tout à l'heure nous en dira davantage sur ce sujet-là, mais les politiques qui sont encore à construire. Et puis, Serge le disait aussi, des ressources des ressources financières, à la fois nationales et internationales, qui ne vont pas vers ce secteur à hauteur de ce qu'il était prévu de faire et de ce qui était convenu de faire, notamment à Maputo en 2014. Et puis, évidemment, je terminerai par là, une multiplication des risques. On pense évidemment aux risques climatiques, hein, ça a été évoqué, avec toutes les conséquences sur ce secteur-là, mais aussi les risques sécuritaires. Voilà, donc après cette introduction rapide pour dresser le panorama, je voudrais donc donner la parole à Sylvain Perret. Vous êtes directeur du département environnement et société au CIRAD, et donc nous sommes convenus dans nos échanges préalables qu'en quelques minutes, vous pourrez donc nous dresser en quelque sorte, approfondir ce diagnostic et faire l'état de la situation, mais aussi des évolutions au cours des dernières années et des évolutions prévisibles. Donc Sylvain, à vous la parole. Merci, merci Jean-Marc. Donc peut-être avant de commencer à ébaucher une forme de réponse à la question qui nous est posée, parce que si on rajoute un point d'interrogation à quelle agriculture pour l'Afrique, ça devient une question, et donc on est censé apporter une ébauche de début de réponse. Avant de commencer cela, moi je voudrais juste insister sur une chose, et ça sera valable, je suppose, pour tout le monde. L'Afrique, quand on dit Afrique, on a tout dit et on n'a rien dit. C'est 54 pays, c'est une diversité considérable. Donc permettez-nous simplement peut-être ce matin de dessiner un futur qui devra prendre en compte cette diversité, mais évidemment en insistant sur des convergences. Et c'est vrai qu'il y a des traits de communalité entre ces pays, mais encore une fois, il y a cette diversité qu'il ne faut surtout pas gommer. Donc, par rapport à la partie un peu introductive que je veux faire maintenant, je pense qu'il est important, et aussi pour faire honneur au public un petit peu plus large qui nous voit et qui nous écoute sans doute, de revenir sur des éléments un peu structurels de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui et comment ça impacte sur la façon dont on peut penser l'agriculture en Afrique demain. Donc, au niveau structurel, il y a deux grands éléments sur lesquels je voudrais revenir rapidement. C'est la démographie, et peut-être en insistant sur, en complétant ce qui est la vision générale. Bon, tout le monde a un peu en tête 2 milliards d'habitants à l'échéance 2050. Bon, mais c'est un peu plus complexe que ça mérite d'être abordé. Donc, cette transition démographique en Afrique est inachevée. On ne commencera à atteindre des plateaux en termes de croissance démographique qu'aux alentours de 2050-2055, selon les projections les plus réalistes. Et il est raisonnable de penser que l'Afrique gagnera 2 fois plus de population dans les 40 prochaines années qu'elle n'en a gagné dans les 40 dernières années. Donc, on est toujours dans cette accélération. Donc, voilà, ça, c'est un peu des choses que, en gros, tout un chacun peut connaître. Ce qu'on connaît moins bien, c'est qu'on parle souvent de l'urbanisation galopante en Afrique. Mais Jean-Marc l'a rappelé, le rural est toujours prédominant en Afrique. La population rurale est dominante. Et sa croissance, et c'est l'exception dans le monde entier, sa croissance va se poursuivre jusqu'à 2050-2055. Donc le monde rural est dominant en Afrique et il le restera jusqu'à 2030-2035. Mais sachant que de toute façon, cette urbanisation se fait, contrairement à ce qui a pu se faire en Europe et dans d'autres régions du monde, sans industrialisation. Donc sans un gros secteur économique qui peut absorber la main-d'œuvre générée. Et donc le monde agricole, le monde rural, reste sans aucun doute, est aujourd'hui et restera dans les décennies futures, il n'y a aucun doute là-dessus, le moyen, la façon d'absorber toute cette main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre. Oui, juste un chiffre en passant. Aujourd'hui, sur tout le continent, c'est 12-13 millions de nouveaux actifs ruraux qui arrivent sur le marché. Donc on est quand même sur des quantités importantes. Et la question de savoir comment absorber cette main-d'œuvre est posée. Alors, le deuxième élément un peu structurel que je voudrais évoquer, c'est celui de la vision classique. L'économie africaine est une économie très agraire. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure. C'est vrai, mais il y a un point sur cette prédominance dans le PIB, dans la création de richesse des pays, sur l'agriculture, sur lequel je voudrais insister. C'est les modes de production. Nous avons, pour faire simple, une typologie rapide de l'agriculture de type familial, une agriculture de type patronale ou salariale et une agriculture de type entrepreneuriale qu'on appelle parfois agribusiness. Or, en Afrique, et c'est aujourd'hui le cas, et ça sera sans aucun doute le cas, si on se projette et pour répondre à votre question pour les prochaines décennies, une prédominance très forte de l'agriculture familiale. Le ménage rural est prédominant. Il fournit aujourd'hui 60% des emplois en moyenne sur le continent. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, il n'y a aucune raison de croire que demain, ça va changer et que tout d'un coup, elle va disparaître, cette agriculture familiale. C'est un fait.
J'y ajouterai quelque chose d'important qui va nous ouvrir par rapport à la réflexion du secteur agricole au secteur alimentaire, aux systèmes alimentaires, c'est le fait qu'à ces 60% d'emplois se rajoutent 20% d'emplois qui sont dans la petite transformation, le petit entrepreneuriat, la micro, la très petite entreprise, de transformation, de commercialisation, de transport, de tous ces produits agricoles aux alentours. Alors, on va me dire, c'est beaucoup d'informels là-dedans, et voilà, c'est l'Afrique, avec pas forcément tout cela très institutionnalisé ou organisé. Eh bien oui, mais ainsi est-il. Et donc, il faut prendre en compte ça. Et donc, 60 plus 20, on a 80% des emplois aujourd'hui en Afrique, en moyenne sur le continent, encore une fois, à l'aune de la diversité que j'évoquais tout à l'heure, mais qui relèvent d'activités de ménage agricole en zone rurale. Si on ne prend pas ça en compte pour se projeter un peu sur un futur de l'agriculture en Afrique, je crois qu'on aura loupé quelque chose. Alors, pour rester dans l'esprit de l'événement, qui est les bonnes nouvelles d'Afrique, et le panorama que je viens de dresser, bon, il y a des bonnes nouvelles. Moi, je pense que déjà, avoir beaucoup de jeunes, je pense qu'il y a beaucoup d'autres continents dans le monde qui aimeraient avoir cette dynamique-là. Donc, voilà. Le fait que le monde rural reste très fort, ça aussi, c'est un atout considérable. Et puis, on le voit quand même, ça va être sans doute abordé dans la suite du débat, mais la digitalisation du monde, y compris agricole, y compris chez les plus petits producteurs. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable et qui va utiliser des applications pour la mise en marché des produits, pour avoir du conseil agricole, pour connaître les circuits de marché. Et ça, c'est méconnu et sous-estimé de la part de nous, grands penseurs européens qui regardons l'Afrique. Il se passe des choses très intéressantes en Afrique. Je suppose que mes collègues vont en parler. Le deuxième élément, ça a été aussi rapidement évoqué, c'est les investissements. Alors, par rapport à ces trois modèles classiques de production agricole que j'évoquais, c'est vrai que ces investissements ont de façon un peu monomaniaque, si j'ose dire, une vision de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on met de côté pour l'instant dans ces investissements, à mon sens, un peu trop l'agriculture familiale. Comment gérer ces investissements qui viennent finalement compenser la grande tendance de désengagement des États et des gouvernants africains en soutien à leur agriculture, avec, ça a été dit tout à l'heure, une relative absence ou timidité des politiques agricoles, mais de faire de ces politiques agricoles quelque chose d'un petit peu plus inclusif de toutes les formes de production, et y compris celle qui est prédominante, je veux vraiment insister là-dessus, l'agriculture familiale, qui est pour l'instant la grande oubliée. Alors, pas dans les discours, mais de façon un peu schizophrène, il y a les discours, mais dans la pratique, on voit bien la tentation des gouvernants africains d'aller plutôt vers des modèles d'investissement, vers la grande motorisation, la grande irrigation. Donc voilà, comment concilier? Il ne s'agit pas d'opposer des modèles, il s'agit de voir comment complémenter en prenant en compte cette importance de l'agriculture familiale. Alors, pour conclure, ces éléments un peu structurels, moi je pense qu'ils interpellent les gouvernants, les gens qui réfléchissent à l'avenir de l'agriculture en Afrique sur trois grands domaines. D'abord, l'agriculture de demain en Afrique, elle devra forcément fournir des emplois, parce qu'on a vu cette masse d'actifs qui arrivent sur le marché. Mais quel genre d'emploi? Sans aucun doute des emplois décents et rémunérateurs. Parce que sinon, les jeunes ruraux, ils sont comme partout dans le monde, ils n'ont pas trop envie de vivre comme leur père ou leurs parents dans des zones agricoles complètement démunies en services et un peu délaissés. Donc, c'est un secteur agricole qu'il faut repenser dans une vision territoriale, de développement territorial, avec de l'accès aux services et puis une attractivité du secteur agricole lui-même, avec, encore une fois, du contenu en travail attractif et rémunérateur. Ça m'amène sur le deuxième point, c'est que je veux faire le lien entre l'évolution des systèmes agricoles en Afrique et l'évolution des systèmes alimentaires. Bon, on a aujourd'hui un grand déséquilibre, ça a aussi été dit rapidement par Jean-Marc en introduction. On a des économies, certes agraires, mais très orientées en termes de création de richesse par l'exportation de commodités. Comment réintroduire une part de marché intérieur là-dedans? On a vu, l'exemple a été donné très brièvement par Claire Hart avec les initiatives autour des cantines scolaires, par exemple, autour de la restauration collective. Il y a là des villes africaines qui ont adhéré au pacte de Rome, sur lequel on travaille ensemble en échangeant les expériences entre villes européennes et dans le monde et en Afrique, pour voir comment les villes se réapproprient leur alimentation et avec les circuits courts. Donc on est vraiment sur des problématiques qu'on pourrait croire très européennes, voire bobo pour dire les choses. Pas du tout, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui en Afrique et qui existent. Les circuits courts, l'alimentation de qualité. Je rappelle qu'autour de ce passage à la réflexion sur les systèmes alimentaires, l'Afrique s'ouvre, comme le reste du monde, mais avec évidemment une prédominance de l'aspect sous-nutrition, d'un triple fardeau autour de la sécurité alimentaire. D'abord cette sous-nutrition. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et pour la première fois, nous avons de nouveau une séquence de remontée de la sous-nutrition depuis 6 ans, sans discontinuer. Donc ça, c'est quand même un point d'alerte sérieusement à prendre en compte.
Deuxième fardeau, c'est celui de la malnutrition en termes de déficience en certains nutriments. Il va falloir aborder ça. Et puis la dernière, c'est ce que l'on appelle, nous, entre nous, en Europe, la malbouffe. C'est la malnutrition, mais par excès d'aliments surtransformés, riches en corps gras et en sucre. Et ça, dans les villes africaines, par des migrants internes qui quittent les zones rurales, arrivent en zone urbaine, perdent leur repère culturel en termes d'alimentation. Ils se mettent à manger, pour faire simple, un peu n'importe quoi, n'importe comment, comme ils peuvent. Et là, ça génère un certain nombre de problèmes. Je lisais pas plus tard que ce matin un chiffre. Ghana, Kenya, la moitié des femmes kenyanes et ghanéennes sont aujourd'hui en obésité. Voilà des indicateurs qu'il y a quelques années, on aurait dit bon, l'Afrique, il n'y a pas ces problèmes-là. Eh bien si, aujourd'hui, ça arrive. Donc ce triple fardeau, il faut l'aborder par les systèmes alimentaires. Donc, le secteur agricole en fait partie, mais c'est aussi pour amener le débat à élargir ça sur l'évolution nécessaire des systèmes alimentaires. Et puis le tout dernier point, c'est celui de l'action publique, on en a rapidement évoqué. Il me semble que cette action publique, je l'ai dit rapidement, est aujourd'hui un tout petit peu schizophrène dans le sens où, oui, bien sûr, les gouvernants africains reconnaissent la prédominance de cette agriculture familiale dans le monde rural, mais dans leurs actes, on voit cette tentation forte d'aller vers, par le truchement des investissements extérieurs, vers un modèle un peu exclusif de grand entrepreneuriat qui n'est pas forcément très adapté à l'Afrique. On doit quand même constater le relatif échec de la révolution verte, avec la grande motorisation, la grande irrigation, le recours massif aux intrants chimiques. Ça n'a pas très bien marché en Afrique jusqu'à présent. Donc, de nouveau, d'aucuns parlent de révolution de nouveau verte pour l'Afrique. On peut s'interroger pourquoi les vieilles recettes marcheraient maintenant alors qu'elles n'ont pas marché dans le passé. Donc, voilà, revoir les modèles tels qu'ils se cohabitent aujourd'hui avec la prédominance de l'agriculture familiale, ses contraintes, mais aussi ses opportunités. Et c'est là les bonnes nouvelles. C'est qu'il y a des opportunités. Cette agriculture familiale, elle a montré ces dernières décennies une capacité d'adaptation, d'innovation, et elle se digitalise. Et donc, il faut l'accompagner. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Laurent. Merci d'avoir dressé ce panorama très précis et très concret, notamment en rappelant toutes ces évolutions structurelles. Alors, je pense que je vais rebondir sur une question que vous avez posée. Pourquoi les recettes du passé qui n'ont pas marché marcheraient-elles aujourd'hui? Parce que face à tout ce potentiel finalement humain en termes de marché, en termes de disponibilité de terre, de biodiversité, finalement je me tourne vers Laurent Laplaze, qui est vice-président du conseil scientifique et directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et finalement, Laurent, pourriez-vous, donc, du point de vue effectivement de la recherche, compléter le diagnostic et peut-être effectivement apporter de ce point de vue une réponse à la question quelle serait, alors sans anticiper sur la table ronde suivante sur les solutions, mais affiner le diagnostic du point de vue effectivement de la recherche et par rapport notamment aux enjeux de biodiversité. Merci. Je partage tout à fait ce qui a été dit en termes de constat. Je pense qu'il y a des opportunités très fortes. Après, on peut regretter que peut-être, juste pour poursuivre un petit peu, par exemple, en termes d'économie, l'agriculture ne contribue pas à hauteur de ce qu'elle pourrait faire par rapport au Sénégal. Je crois que c'est 8% du PIB, ce qui est ridicule par rapport à la population active qui est disponible, impliquée, les terres et l'eau qui sont mobilisées. Donc voilà, donc ça, c'est une première chose. Après, en termes de recherche, je pense que effectivement, c'est une agriculture qui fait face à un certain nombre de défis très forts. Donc on a parlé un petit peu du changement climatique. Après, c'est un défi-opportunité, c'est-à-dire que le changement climatique, finalement, c'est un changement de système. On va aller vers, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas simplement une baisse des précipitations, c'est un changement du patron des précipitations, plus de pluie dans certaines régions, moins dans d'autres. Donc il y a aussi des opportunités et on sait que ça peut amener à des baisses de productivité, mais aussi avec des schémas d'adaptation qui marchent, ça peut conduire à une augmentation de la production, à des systèmes qui sont plus productifs. Donc il y a des opportunités de ce point de vue-là. Donc pour accompagner ça, effectivement, il nous faut de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à des nouveaux systèmes ou à des systèmes qui évoluent pour suivre cette adaptation du climat et de l'environnement. Alors, la difficulté actuelle, c'est qu'on est dans un contexte où la recherche, on l'a dit, est sous-financée. En termes de ressources humaines, par exemple, si en France, on a à peu près, je crois qu'on a 2000 chercheurs pour 1 million d'habitants, il y en a 10 fois moins au Sénégal, il y en a 100 fois moins pour faire
simple au Burkina Faso ou au Niger. Donc on a déjà une faiblesse des ressources humaines, on a une faiblesse de l'investissement public dans la recherche, mais qui peut s'expliquer, hein, qui est liée aussi à des difficultés économiques. Je pense qu'on est à peu près à 2% du PIB investi dans la recherche en France. On est à moins d'1% au Sénégal et à moins de 0,25% au Burkina Faso, par exemple. Donc voilà, donc il y a une difficulté structurelle qui est que l'investissement dans la recherche est trop faible, est faible. Donc pour faire face à ça, donc il y a quand même je pense qu'on en parlera, il y a des initiatives régionales pour essayer de mieux coordonner les activités de recherche au niveau régional. Je pense aussi qu'on est aussi là pour parler des relations entre la France et l'Afrique. La France est très, très présente sur le continent. Je pense qu'on est le seul pays, on a 2 outils extraordinaires et uniques au monde, qui sont l'IRD et le CIRAD, qui sont dédiés à la recherche pour le développement, avec un partenariat fort et équitable avec l'Afrique. Donc je pense que ça, c'est important. Voilà. Alors, en termes de biodiversité, donc effectivement, là aussi, on a un potentiel qui est énorme, avec une diversité très importante, mais qui est aussi mise à mal par les changements climatiques. Et donc, il est important, je pense que le message important, ça va être de dire qu'il faut investir pour mieux caractériser et surtout pour créer les infrastructures et les conditions de la conservation de cette biodiversité, que ça soit pour les plantes cultivées, tout ce qui est utilisé pour l'agriculture, mais aussi tout ce qui est apparenté sauvage, qui sont aussi une source d'adaptation pour le futur. Et la conservation de cette diversité est vraiment une condition sine qua non pour l'adaptation de l'agriculture dans le futur. Voilà. Peut-être ce que je peux dire très rapidement, je ne sais pas si... Je pense qu'un point très important aussi qu'il faudra évoquer, à mon avis, donc, enfin, j'en vois 2 pour le futur. Le premier, ça va être la gestion de l'eau. On a commencé à en parler. Clairement, l'eau va être une problématique centrale parce que c'est un entrant très important pour l'agriculture, c'est une évidence. Mais c'est aussi, on a parlé de croissance démographique, ça va être aussi un enjeu par rapport aux villes et par rapport éventuellement à l'industrie. Donc là, il va falloir partager une ressource qui est forcément limitée, sachant que le changement climatique va jouer aussi sur la disponibilité de la ressource. Et un deuxième point qui me semble important, on sort d'une pandémie humaine, mais je pense qu'on connaît mal la dynamique des maladies, en particulier des plantes et des ravageurs, et surtout l'impact que va avoir le changement climatique sur cette dynamique. Et ça, je pense que ça mériterait peut-être un investissement important pour créer un observatoire qui soit à même de suivre et peut-être de faire des messages d'alerte en cas de démarrage de pandémie sur les plantes. Voilà. 2 points de discussion. On pourra revenir. Il y a beaucoup d'autres choses. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Donc, merci, Laurent. Finalement, en ayant écouté attentivement Sylvain et Laurent, j'aurais presque envie de dire qu'il... alors peut-être que... Sylvain, je vais vous choquer, mais il faudrait une révolution doublement verte. L'expression n'est pas de moi. Je pense qu'elle appartient aux illustres prédécesseurs, donc elle n'est pas récente. Mais c'est clair qu'on doit faire face à des enjeux qui sont considérables et il faut gagner alors je sais pas, en productivité, en compétitivité, en performance, hein, y compris pour l'agriculture familiale. Et puis en même temps, il faut faire face aux défis climatiques, aux défis de la préservation de la biodiversité, à un bon usage de l'eau. Et donc ce double défi, il est devant nous. Alors je me tourne vers Kako Dubukpo, pardon. Kako, tout le monde vous connaît. On est ravis que vous soyez parmi nous ce matin. Vous êtes commissaire en charge du développement de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement à la commission de l'UMOA. Vous êtes ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo. Donc vous êtes effectivement formidablement bien placé pour apporter aujourd'hui, donc devant nos interlocuteurs et nos partenaires, d'apporter votre point de vue, donc en tant que vice-président donc à l'UMOA, commissaire à l'UMOA, pour alors, comment au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest vous percevez effectivement ces défis, ces enjeux, et peut-être aussi esquisser
des réponses déjà, effectivement, à ce que nous venons d'échanger entre nous. Et puis, on en débattra bien évidemment entre nous et avec la salle ensuite. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, permettez-moi de dire à quel point je suis heureux d'être ici ce matin, à deux titres. Hein. Le premier, c'est que je suis un vieux compagnon de route des bonnes nouvelles d'Afrique. Normalement, enfin, on avait l'habitude de se retrouver à Bordeaux au mois de juin, mais je crois que la municipalité écologiste de Bordeaux nous a tous poussés vers Montpellier, déjà poussé le nouveau sommet Afrique-France vers Montpellier. Donc, j'étais à Montpellier la semaine dernière pour le nouveau sommet Afrique-France, puisque j'appartiens au comité de l'historien Achille Mbembe qui a travaillé sur le rapport sur le nouveau partenariat Afrique-France. Et puis, je suis heureux à un autre titre, et que je suis chercheur du CIRAD donc depuis 2003. Donc, c'est un long compagnonnage que j'entretiens avec Montpellier. Et Sylvain, qui est à ma gauche, m'a fait l'honneur d'un dîner la semaine dernière avec Elisabeth Clavry, la nouvelle présidente directrice générale du CIRAD, et Philippe, qui est ici présent également. Donc, c'est pour dire que je suis vraiment dans un environnement, j'allais dire, sain, chère Clara. Et demain, je vais intervenir sur les aspects plutôt climatiques et biodiversité. Donc là, je vais parler plus du volet sécurité alimentaire, sachant très bien que la grande contrainte que Laurent a mise en évidence est une contrainte qui s'impose tous à nous, c'est-à-dire que le réchauffement climatique crée des phénomènes migratoires qui engendrent eux-mêmes des pressions insoutenables sur la gestion des ressources naturelles et donc une réduction de la biodiversité. Mais je ne vais pas insister dans mon propos là-dessus, on y reviendra demain. Alors là, je vais dire deux séries de choses. Déjà, la manière dont nous travaillons à la commission de l'UMOA par rapport à la question agricole, et ensuite les trois dimensions qui me semblent importants à mettre dans notre débat. Alors, les principes sur lesquels nous travaillons, c'est d'abord le principe de subsidiarité. Comme vous savez, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est 8 États. Et nous ne faisons au niveau de la Commission que ce que les États ne peuvent pas faire eux-mêmes ou ne peuvent pas bien faire eux-mêmes. Donc, nous nous situons dans les intersections. Donc, nous travaillons beaucoup sur les zones transfrontalières et nous travaillons beaucoup sur la réglementation supranationale, donc avec l'édiction de règlements, de directives, d'avis et de décisions. Donc, il y a un grand volet production de normes qui n'est pas très sexy, mais qui est indispensable si on veut coordonner les activités, les politiques, programmes et projets. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. On n'a pas souvent les bénéfices immédiats de nos activités, puisque nous ne sommes que l'émanation des États. Le second principe qui me paraît intéressant à partager avec vous, c'est la définition de 5 filières prioritaires dans le domaine agricole, dont 3 qui sont plutôt végétales, hein, le maïs, le riz et le coton, et puis la filière bétail-viande et la filière aviculture. Donc, ce sont les 5 filières prioritaires issues de la politique agricole de l'UMOA qui a été mise en place depuis décembre 2001. Et donc, nous allons commémorer au mois de décembre prochain les 20 ans de la politique agricole de l'Union. Et ce sera l'occasion de faire le bilan et de dessiner les perspectives de cette politique agricole de l'Union. Alors, les 3 éléments qui nous permettent de cadrer nos activités
sont les suivants, et je vais revenir sur chacun d'entre eux. C'est d'abord comment nous renforçons le référentiel technique. Voilà, en particulier la question de la recherche. En deuxième position, comment nous accompagnons ce que nous appelons finalement le renforcement institutionnel. Okay. Donc les questions liées à l'accès au crédit, à la structuration des organisations de producteurs, à la création ou la confection, la construction de magasins de stockage, etc. Et enfin, le troisième et dernier défi, la cohérence des politiques publiques. Donc, si je reviens rapidement sur le premier, autour du référentiel technique, nous avons un problème, et Laurent l'a dit, hein, Sylvain aussi a insisté là-dessus, de déficit de recherche. De déficit de recherche, et ça se remarque sur les résultats. Quand je prends le coton, qui est ma filière de prédilection, en tout cas une filière que j'apprécie énormément, au début des années 1960, en termes de rendement, on était à 1 tonne à l'hectare. Okay. À l'heure où je vous parle, par exemple, dans mon pays, le Togo, il y a des zones où nous sommes à moins de 800 kg à l'hectare. C'est-à-dire que 60 ans après les indépendances, nous n'avons pas fait d'amélioration substantielle en termes de productivité au champ. Et alors que nos concurrents ont triplé leur rendement. Okay? Quand vous prenez le Brésil, quand vous prenez la Chine, ils ont triplé leur rendement. Et ça explique aussi pourquoi une grande partie du succès du coton africain, c'est plus lié à l'augmentation des superficies qu'à la hausse des rendements. Et donc, ça explique aussi pourquoi nous restons dans des schémas de trappe de pauvreté dans le monde rural africain. Bon. Après, ce que je dis est à nuancer d'une filière à une autre. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres considérations qui entrent en ligne de compte. Mais la recherche variétale doit être accélérée, me semble-t-il. Idem pour, en général, les itinéraires techniques. Ils ne sont pas suivis, ces itinéraires techniques, aussi parce qu'il y a un vieillissement de la population rurale et ceux qui avaient été bien formés commencent à partir à la retraite et les jeunes agriculteurs n'ont pas forcément le même niveau d'encadrement que les anciens, notamment du fait du retrait des États dans le contexte de l'ajustement structurel. On a beaucoup mis l'accent sur le macro et peut-être moins sur le sectoriel. Aujourd'hui, avec la pandémie de Covid, on voit bien à quel point on a des déserts médicaux, par exemple. Okay. Et donc, cette question de suivi des itinéraires techniques me semble fondamentale. La maîtrise de l'eau. Okay. La maîtrise de l'eau, il me semble quand même, pour moi, c'est un échec pour nous tous, hein, que 60 ans après les indépendances, on nous explique que la production n'a pas été bonne parce qu'on a eu des aléas climatiques. Ça, les dimensions dans lesquelles on ramène les déterminants de l'offre agricole africaine aux aléas climatiques, c'est quand même un échec de nos politiques agricoles, okay, et de nos politiques publiques en général. Et donc, ces trois éléments permettent de camper le décor des défis à relever dans le bloc productivité. Ensuite, dans le bloc, finalement, structuration institutionnelle, nous avons les mêmes soucis. À la commission de l'UMOA, nous travaillons beaucoup à la structuration des organisations de producteurs. L'association des producteurs de coton, par exemple, mais aussi sur le maïs et le riz. Ce qui est intéressant dans le coton, c'est qu'il bénéficie du travail fait depuis quasiment un siècle autour des filières verticalement intégrées. Mais nous n'avons pas historiquement cette même structuration sur les céréales. Et on a un problème lié au crédit solidaire, par exemple, que nous n'arrivons pas à gérer. Mais
c'est des points qui renvoient aussi au renforcement des capacités des producteurs. Toujours dans le volet renforcement institutionnel, nous avons un sous-financement chronique des activités agricoles, parce que le secteur bancaire traditionnel est très frileux vis-à-vis de l'agriculture. Et nous n'avons plus de banque nationale de développement, ou alors très peu. Donc, il y a un enjeu lié au financement de l'agriculture qu'on ne peut pas négliger et qui est fondamental. Je peux élargir la discussion à la question de la mise en place de systèmes efficients d'assurance aussi. Là, on est en but à une défaillance de marché parce que l'assurance ne fonctionne que si tout le monde ne fait pas l'accident au même moment. Et donc, vous avez des caractéristiques techniques du marché de l'assurance qui ne sont pas toujours réalisables ou réalisées ou présentes dans les environnements dans lesquels nous sommes. Mais nous travaillons beaucoup sur la construction des magasins de stockage parce que ce sont des éléments qui permettent de lisser les fluctuations des prix pour ne pas obliger les paysans à vendre toute la récolte et se retrouver après, dans les périodes de soudure, à vivre des conditions dramatiques. Donc, nous essayons de construire aussi des pistes rurales en relation avec les pays pour que les marchés soient approvisionnés. Donc, le lien entre les marchés ruraux et les marchés urbains puisse être fluide. C'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Okay. Un dernier point sur le volet structuration des arrangements institutionnels, c'est toute la question des services à l'agriculture au plan général. Ce que nous observons, c'est que dans les filières de rente, ou dites de rente, où on a traditionnellement des services à l'agriculture assez compétents, les agriculteurs s'en sortent plutôt bien. Mais on a ce qu'on appelle des filières orphelines. Okay. Et dans ces filières orphelines, quand je prends par exemple le bétail viande, nous avons beaucoup de mal à gérer la pérennité de ces filières. Par exemple, il y a une maladie qui touche beaucoup le cheptel bovin, le charbon bactéridien. Nous avons beaucoup de mal à le contrôler. Nous travaillons beaucoup avec le centre sur les médicaments vétérinaires et la santé animale de Bamako. Nous avons nous-mêmes, à l'intérieur de la commission de l'UEMOA, une direction du médicament vétérinaire qui traite les questions d'homologation. Okay. Mais il faudrait 100 fois plus de personnes pour traquer les faux médicaments que nous avons. N'oubliez jamais que quand vous avez de faux médicaments au niveau du cheptel, vous retrouvez les résidus de ces faux médicaments dans les assiettes. Okay. Et donc, c'est des enjeux mais colossaux, mais sur lesquels nous ne mettons pratiquement pas d'argent. Okay. Et qui sont pourtant des enjeux de sécurité nutritionnelle avec des conséquences qu'on n'imagine même pas. Vous voyez. Donc, pour ne pas être trop long, troisième et dernier bloc, celui de la cohérence des politiques publiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une politique agricole commune qui s'intéresse beaucoup plus à des filières qu'on pourrait qualifier de sahéliennes. En tout cas, c'est ce que la commission de la CEDEAO a reproché à la commission de l'UEMOA, c'est d'avoir mis l'accent sur des filières qui intéressent les populations du Sahel et peut-être moins les populations côtières. Par exemple, on a complètement oublié les tubercules et les racines. Vous voyez? Mais quand vous prenez toute l'Afrique occidentale, vous voyez qu'on est autour de 90 millions de tonnes de production de tubercules et de racines. Okay. Alors que sur les céréales, là, l'espace UEMOA, on est bon en mal 30 et 35 millions de tonnes de céréales. Okay. Donc, il y a un enjeu quand même autour de la production des tubercules et des racines qu'il ne faut absolument pas négliger. Mais là n'est pas le problème le plus important, me semble-t-il. Là où on a un sérieux problème, c'est comment on articule notre volonté
d'accroître la valeur ajoutée de l'agriculture via les process de transformation avec la compétition internationale. Voilà. Donc, toute la question de la protection. Et ça, c'est un problème de cohérence des politiques publiques. Nous signons beaucoup d'accords qui ont des impacts sur notre volonté, en tout cas la performance de la valorisation de nos chaînes agricoles. Il ne faut absolument pas négliger cela. Ce qui est bien, c'est que la commission de l'UEMOA a mandat des 8 États membres pour négocier à l'Organisation mondiale du commerce. Okay? Aucun de nos 8 États ne va seul à l'OMC, c'est la commission de l'UEMOA qui va à l'OMC. Donc ça permet d'avoir une certaine cohérence et une unité de vue pour négocier les protections idoines. Nous avons aussi un problème de cohérence des politiques publiques lorsque nous voulons fiscaliser de manière, entre guillemets, sauvage le secteur rural, alors que nous n'avons pas travaillé encore sur la définition de ce que nous appelons le foncier rural. Okay. Donc là, mon département vient de mettre en place un observatoire régional sur le foncier rural en Afrique de l'Ouest, l'ORFAO. Et c'est seulement sur la base de ces informations cruciales que nous pourrons construire une fiscalité équitable pour le monde rural. Okay. Il faut absolument que le monde rural soit dans la barque. Sylvain l'a dit, c'est 70% de la population, mais il ne peut pas être dans la barque n'importe comment. Il faut absolument qu'on travaille sur ce lien rural-urbain, les zones grises, ce qu'on appelle les rurbains, okay, ceux qui ne sont plus dans le monde rural, mais qui ne sont pas encore dans le monde urbain, et puis tout ce qui renvoie à la vision qu'on peut avoir de la politique agricole. Aujourd'hui, nous avons une myriade de projets agricoles, mais nous ne savons pas quel est, au fond, ce qui est au cœur de notre vision. Est-ce qu'on veut stabiliser les prix agricoles? Est-ce qu'on veut stabiliser les revenus agricoles? Est-ce qu'on veut faire les deux? Est-ce qu'on veut faire du découplage? Donc, il y a un certain nombre de questions pendantes qui rendent la tâche ardue, mais très, très, très passionnante. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment, Kako, d'avoir effectivement fort bien, à travers ces 3 blocs, dressé en quelque sorte les grands enjeux. Hein, et effectivement, le renforcement du référentiel technique. Je pense qu'on va y venir dans la discussion avec nos collègues. Le deuxième bloc, les défaillances institutionnelles, en effet, et puis ce troisième bloc, des cohérences des politiques publiques. Alors, il y a énormément de sujets qui ont été fort bien résumés par Kako à l'instant et qui mériteraient effectivement débat. Mais peut-être, avant d'échanger avec la salle, je voudrais à nouveau me tourner vers Sylvain et Laurent par rapport notamment à ce premier bloc, cette disons, défaillance du référentiel technique est quand même un enjeu majeur si on veut relever tous ces défis. Est-ce que l'intervention de Kako suscite une réaction de votre part sur ce point-là? Oui, peut-être très brièvement sur un point qui est, que Kako a évoqué un peu en creux, mais on le sentait bien là, et toi tu l'as mentionné, Jean-Marc, c'est la question de la transition agroécologique comme une des solutions, une des voies, puisque comme l'a dit Laurent, moi, je n'ai pas évoqué ce sujet, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas important, c'est parce qu'on s'était réparti les rôles. Mais cette partie environnementale, c'est-à-dire que toutes les questions sociales, économiques que j'ai essayé de brosser rapidement et structurelles sont bien sûr à placer à l'aune de ces changements climatiques, de cette menace sur la biodiversité. Et donc, l'emballement de tout ça autour de création de référentiels techniques, nous, pour la recherche, ça passe par penser une transition agroécologique multifacette parce qu'il y a 3 grands modèles d'agriculture, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc chacun ne part pas du même endroit. Mais globalement, et pour revenir à ton point, où ce qui a été évoqué sur la révolution doublement verte, bien sûr, mais rappelons-nous que la révolution verte, c'était une augmentation de la productivité du facteur travail, notamment par la grande motorisation. Donc là, on supprime des emplois, il faut être clair. Augmenter la productivité du travail, c'est supprimer des emplois. Or, qu'est-ce qu'on vient de se dire tout à l'heure? C'est qu'il fallait au contraire absorber beaucoup d'emplois, mais pas n'importe lesquels, décents, rémunérateurs, attractifs. Et puis, on a au contraire utilisé massivement
des intrants chimiques, de la grosse motorisation, tout ça à base d'énergie fossile. Cette révolution doublement verte, pour essayer de rebondir sur ce que c'est exactement l'inverse. Il s'agit d'être beaucoup plus intensif en intrants, c'est-à-dire on va peut-être sans doute, l'Afrique, ça a été dit, utilise beaucoup moins, Laurent l'a dit, d'intrants, notamment chimiques, que le reste du monde. Donc on a une petite marge quand même, on va pas non plus, c'est pas grave si on en utilise un petit peu, mais il va falloir faire attention parce qu'il y a le problème de la biodiversité, de l'eau, sa qualité, l'environnement. Donc il faut être plus intensif en productivité d'autres facteurs de production qui sont notamment les intrants, les énergies fossiles, mais en revanche sur le travail, on peut lâcher. Maintenant, la vraie question qui se pose, et là on a besoin d'un référentiel technique, c'est est-ce que les solutions agroécologiques, les systèmes que l'on essaie de concevoir avec nos partenaires au Sud, sont capables d'absorber et de créer de l'emploi rémunérateur et attractif pour des jeunes. Ça, c'est une vraie question, et ça interroge la recherche, et on se la pose. Les systèmes agroécologiques sont souvent très demandeurs, très intensifs en travail, mais pas toujours un travail facile ni aisé. Donc réintroduire peut-être cette idée de petite motorisation, petite mécanisation, qui n'a jamais été vraiment faite en Afrique et qui n'a jamais bien marché pour des raisons d'organisation des producteurs, etc., puisqu'il avait très bien marché en Asie du Sud-Est, par exemple. Et puis d'autres pistes, la petite irrigation, l'organisation paysanne renforcée, la création de biens communs à l'échelle communautaire. Enfin, voilà un petit peu le référentiel technique sur lequel la recherche doit vraiment travailler, qu'elle soit africaine ou qu'elle soit européenne, en appui à ces recherches. Merci Sylvain Laurent. Oui. Oui, pour compléter, je pense que Sylvain a quasiment tout dit. L'enjeu très fort, c'est effectivement, on a une jeunesse qui est là, en zone rurale, mais il faut la maintenir. Et pour ça, il faut que les emplois agricoles soient attractifs. Il y a un risque quand même de voir une grande partie de cette jeunesse partir. Et ça passe, entre autres, et ça a été très bien dit, par la formation. Je pense que la formation est un très, très gros enjeu. Je pense que Jérôme en parlera un peu plus tard. Il y a des initiatives qui sont prises, mais je pense que la formation à tous les niveaux, des producteurs, des cadres intermédiaires, est un très, très gros enjeu pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Peut-être, je pense que je me tourne vers Serge. On a un petit quart d'heure, c'est ça, pour échanger avec vous. Et donc, pour rebondir sur toutes ces questions, vous l'avez vu tout à l'heure, au cours des exposés, il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués. En particulier, notamment, ce qui j'ai été très interpellé en quelque sorte par rapport à l'exposé de Kako sur les politiques publiques, leur cohérence, l'arbitrage à faire entre des prix rémunérateurs et des prix aussi acceptables par le consommateur, la compétition internationale, etc. Donc, je crois que ce sont des opportunités pour échanger avec vous. Donc, s'il y a effectivement des questions qui sont... Ceux qui nous suivent à distance. Tu ne souhaites pas qu'on... On peut passer un micro aussi, peut-être, non ? Alors, j'ai une question à poser à M. Perret. Il y a une faiblesse de l'agriculture en Afrique, mais dont la solution ne dépend pas de l'Afrique. Je prends le cas de la fixation des valeurs mondiales, par exemple, sur le cacao et le café. Les parents, les paysans font des efforts, mais ils attendent que des prix soient fixés dans des grandes capitales. Et très souvent, des prix qui sont fixés, au lieu de donner lieu à de la joie, c'est plutôt de la déception qu'on a en retour. Donc, cette question-là, comment la résoudre? Deuxième élément, M. Kako, on le dit souvent, l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle ne produit pas. Mon pays, la Côte d'Ivoire, importe par exemple du bœuf, la viande de bœuf du Brésil, que de l'importer de l'Afrique du Sud, par exemple. Le riz des pays asiatiques, alors que nous avons des terres pour pouvoir produire ces différents éléments au niveau local. Mais cela ne se fait pas. Comment est-ce qu'on peut réajuster cette question-là également?
Maintenant, le troisième élément à monsieur Laurent Laplace. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a plus de 70% de jeunes dans le milieu rural. Aujourd'hui, le phénomène de la scolarisation fait que les jeunes quittent le milieu rural pour aller en ville, à l'école, à l'université. Et après, avec les diplômes, il y a une difficulté pour pouvoir retourner au village, pour pouvoir retourner à l'agriculture. Donc, il y a un manque d'emploi, mais il y a aussi une difficulté à retourner à l'agriculture. Donc, cet élément-là aussi, comment est-ce qu'on peut apporter une réponse là-dessus? Merci. Ok, donc je répète les questions. Oui, oui. Oui. Donc, Monsieur Laurie, hein, Jean-Philippe, c'est ça, donc 3 questions à nos 3 intervenants. Donc, tout le monde, effectivement, aura l'opportunité de répondre. Donc, la première qui s'adresse à Sylvain, donc, en ce qui concerne oui, la question des prix, et finalement des prix internationaux sur ces matières premières qui ne sont pas maîtrisés, évidemment, par les pays producteurs et encore moins par les exploitants agricoles. La deuxième question qui s'adresse plutôt à Kako, c'est pourquoi finalement l'Afrique continue-t-elle à importer en quantité des protéines animales du monde entier et ne produit pas sur ses propres terres? Et enfin, à Laurent Laplace, la question de l'exode des jeunes, comment ramener les jeunes finalement dans les territoires ruraux? Donc Sylvain. Oui, très vite, d'autant que je ne suis pas spécialiste du cacao, il y en a dans la salle, donc vous pourrez peut-être trouver des éléments de réponse, mais simplement très vite, parce que la question que vous posez, elle est importante, elle est double. Il y a la question de la souveraineté et il y a la question de la répartition de la valeur. Donc c'est 2 questions un tout petit peu différentes, mais qui se rejoignent, qui sont très importantes. Sur la partie souveraineté, bon là, il faut voir au niveau des instances sectorielles qui existent dans les pays, et il en existe, Côte d'Ivoire et autres sur la filière cacao, voir dans quelle mesure elles peuvent peser et infléchir. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la répartition de la valeur, dans lequel, et là je veux généraliser à d'autres filières et à l'ensemble de l'Afrique, on note quand même une très mauvaise organisation des producteurs, l'absence de vrais représentants des producteurs qui peuvent peser et permettre cette répartition plus égalitaire, équitable, inclusive de la valeur. Et ça, c'est commun à beaucoup de filières en Afrique. Et je crois que là, il y a des efforts à faire. Alors sans doute en acquisition de nouveaux référentiels, la recherche peut aider, mais c'est avant tout un mouvement sociétal. Et là, il y a vraiment quelque chose à créer en Afrique, une dynamique civile, sociétale, autour de l'organisation des producteurs qui représentent proprement et qui peuvent peser pour arriver à ce que vous mentionnez, c'est-à-dire le problème de la répartition de la valeur et le forgeage du prix tel qu'il est en rémunération aux producteurs. Voilà. Je veux juste être rapide, j'ai sans doute pas bien répondu à votre question, mais j'ai essayé vraiment d'élargir et de poser ça selon 2 niveaux. Souveraineté d'un côté, qui est importante, mais là, ça dépend beaucoup d'instances nationales, sectorielles, interprofessionnelles, qui existent, mais qui ne sont peut-être pas assez puissantes. Et ça, c'est la dimension d'appui institutionnel qu'évoquait Kako. Et puis l'autre, c'est la question de la répartition de la valeur, qui là, je pense que le rôle des producteurs doit être plus important. Ils doivent s'emparer, donc il faut les aider à s'organiser. Merci. Merci Sylvain. Kako, sur la question liée d'ailleurs à la souveraineté, finalement. Oui, tout à fait. Oui, c'est une très bonne question. Et la commission de l'UEMOA vient d'instaurer avec les États ce qu'on appelle le mois du consommé local. Et ça tombe bien, c'est le mois d'octobre. Et donc, dans chacun de nos États, durant tout le mois d'octobre, il y a une obligation, une forte incitation à promouvoir des initiatives autour du consommé local. Vous voyez, c'est une reconquête de souveraineté, mais ça va plus loin. Pour moi, c'est un processus de production de la confiance. Parce que si nous sommes restés dans cette forme d'extraversion, que c'est de cela dont il s'agit, c'est aussi parce que nous n'avons pas, quand je dis nous, c'est nous les élites dirigeantes, nous n'avons pas suffisamment valorisé les apports du monde rural, du monde agricole et rural. Vous connaissez mon combat contre le franc CFA. Une des raisons de ce combat, c'est ce que je trouve déplorable, c'est que nous vivons dessus de nos moyens grâce à un franc CFA qui est arrimé à l'euro avec une garantie totale de convertibilité, une liberté de circulation des capitaux.
Mais pourquoi nous importons tant de biens et services? Parce que nous avons des réserves de change. D'où viennent en partie ces réserves de change? C'est du travail de nos producteurs de café, cacao, coton. Ce sont les recettes d'exportation des producteurs. Et donc, si nous visions, nous, les dirigeants africains de la zone franc, l'intérêt général, nous devrions utiliser ces réserves, en tout cas leur contrepartie en termes de financement de nos économies, à construire des dispensaires, à construire des pistes rurales, à construire des écoles, à aider ces producteurs, grâce auxquels nous pouvons importer nos costumes que je porte, les 4x4, les bouteilles de vin et les bouteilles de champagne. Et donc, pour moi, le système CFA, c'est un système de prédation intra-africaine d'abord, okay, qui alimente la thèse bien connue du biais urbain. Vous voyez? Donc, quand vous avez une monnaie forte comme le CFA, pourquoi voudriez-vous que j'aille aider le producteur de riz de Casamance à faire péniblement du riz, alors que je peux importer facilement du riz de Thaïlande ou de Vietnam? Vous voyez? C'est ça. C'est pour ça que je parle de cohérence ou d'absence de cohérence des politiques publiques. Les mécanismes incitatifs dans lesquels nous nous situons, nous, les dirigeants africains, ne nous permettent pas de faire ce que vous voudriez qu'on fasse et qu'on devrait faire. C'est ça le cœur de la question. Nous avons une responsabilité, celle de suivre l'intérêt général, que malheureusement, nous ne suivons pas suffisamment. Mais ce n'est pas une raison pour nous arrêter. Il faut qu'on continue. C'est le sens de mon propos. Merci. Merci beaucoup, Kako. Merci bien pour cet éclairage, effectivement, plus macroéconomique, en effet. Merci bien. Laurent? Oui, donc sur la question des jeunes, là, donc effectivement, moi, je le perçois quand même comme un risque. C'est qu'effectivement, il y a une partie de la jeunesse qui se détourne de l'agriculture alors que c'est potentiellement une très grande force de l'Afrique. Donc, je pense que c'est lié aux deux points qu'on a évoqués précédemment. Pour que cette jeunesse s'intéresse aux emplois en zone rurale, il faut renforcer la transformation locale. Donc, effectivement, on est sur cette idée de répartition des valeurs. Il faut qu'il y ait plus de valeurs qui soient créées localement pour que les emplois de production soient mieux rémunérés, mais qu'il y ait aussi des emplois dans le transport, dans le stockage, dans la transformation, qui viennent créer de la valeur et donc offrir des opportunités d'emploi pour les jeunes. Et je pense que vraiment la question de la souveraineté est centrale. Et on parlait tout à l'heure d'opportunités, de changement d'habitudes alimentaires. Tout ça est extrêmement lié. Et je pense qu'en termes d'opportunités, il y a un certain nombre de productions locales qui ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Des fruits, même les céréales locales, le fonio, le mil, le sorgho, sont peut-être pas valorisées comme elles le devraient. Donc il y a tout un tas d'opportunités, mais ça passe, je pense, par une meilleure répartition des valeurs en faveur de l'Afrique. Voilà, tout ça est dit. Oui, alors on va prendre d'autres questions. Oui. Ma question va poser sur l'aspect plutôt des deux autres compétences, la prospective et le CFA. Quelles sont tes visions, scénarios, prospectives sur l'avenir du CFA ou sur ce que tu souhaiterais qu'il devienne? Alors, la question, je la reprends. On va peut-être effectivement, je n'ose pas dire le mot, mais déraper sur un sujet effectivement qui peut nous entraîner très très loin, mais effectivement on a déjà du retard. Peut-être Kako un mot, mais vraiment parce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait peut-être prendre également. Kako, oui. Oui, mais merci beaucoup, Eric. On en parlera au café longuement. Mais là, ce que je voudrais dire simplement, pour faire le lien avec notre session, et ça a été dit tout à l'heure, actuellement, nous sommes 400 millions en Afrique de l'Ouest. Disons 150 millions, 160 millions dans l'espace UEMOA et à peu près
250, autour de 250 avec le Nigeria. Okay. Bon, ou un peu moins, 170. En tout cas, nous serons 1 milliard en 2050. Bon. Ça veut dire qu'il y a un enjeu de création d'emplois, un enjeu de financement de la transformation structurelle de ces économies. Okay. Et donc, notre réflexion sur la monnaie, elle n'est absolument pas liée aux aspects symboliques ou politiques. Moi, ma lecture de la question monétaire, c'est une lecture purement économique et pragmatique. C'est comment notre système monétaire et financier peut être au service de la transformation structurelle des économies. Sachant que dans notre espace, nous avons au moins 2 philosophies. Une philosophie qu'on peut qualifier d'ordo-libérale ou monétariste, qui est la philosophie traditionnelle de la zone franc, avec le primat de la stabilité monétaire, et une seconde philosophie qui serait peut-être plus keynésienne, si on veut, en tout cas plus volontariste, avec moins le primat de la stabilité monétaire, qui serait la philosophie nigériane ou ghanéenne. Voilà. Et donc là, dans le cadre de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les chefs d'État ont décidé de mettre en place, à l'horizon 2027, une nouvelle monnaie, l'ECO. Et toute la question, c'est de savoir comment on va articuler ces 2 philosophies qui coexistent au service, finalement, de la transformation structurelle des économies. À notre modeste niveau, à l'Université de Lomé, nous sommes en train de créer ce que nous appelons les conversations monétaires de Lomé pour que tous les 2 ans, nous puissions tous nous réunir pour réfléchir sur les dimensions monétaires africaines, au-delà de la zone franc. Qu'est-ce qui se passe au Kenya? Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud en matière monétaire? Mettre tout ça en débat et voir ce qu'on peut en tirer, toujours en essayant de viser la recherche de l'intérêt général. Merci. Merci beaucoup, Kako. Alors, on va prendre une toute dernière question parce que malheureusement, effectivement, on a pris déjà du retard par rapport au planning. Et donc, je vais donner la parole à Madame Lao, puisque c'est la seule dame qui s'est exprimée, je crois. Je suis désolé, monsieur, mais voilà, priorité. Et je crois qu'elle avait levé de toute façon la main avant vous. Pardon. Allez-y, madame. Plus fort. Si vous pouvez poser votre question rapidement, parce qu'autrement, Serge me fait les gros yeux. Là. Ok, d'accord, je vais aller à l'essentiel. Ma question, en fait, concerne tout ce que vous avez dit sur ce débat par rapport à l'agriculture en Afrique. Vous disiez que 80%, on va dire, de l'agriculture est de l'agriculture familiale qui génère des emplois. Et ma question est aujourd'hui, comment accompagner ces producteurs à être compétitifs et à vendre leurs produits en dehors d'Afrique. Donc, je veux dire, par exemple, au Sénégal, on se retrouve dans des cas où des producteurs brûlent en fait leur production carrément, ou mettent à la poubelle leur production parce qu'ils ne peuvent pas les vendre ou en fait ils peuvent simplement en fait pas les exporter. Aujourd'hui, pour moi, il y a en fait un enjeu logistique qui est aujourd'hui pas adressé de façon pragmatique et adéquate en fait. Ma question est de savoir quels sont les freins aujourd'hui qui font que les producteurs familiaux, n'arrivent pas à vendre leurs produits en Europe. Et aujourd'hui, quelles sont les pistes qu'on peut explorer pour trouver des solutions face à ces contraintes? Merci beaucoup pour cette question qui, d'ailleurs, la réponse va permettre de faire le lien avec la table ronde suivante sur les solutions et les partenariats. Kako, oui. Tu veux répondre? Oui, votre question est fondamentale. Ce que nous avons remarqué au niveau de l'UEMOA, c'est 3 freins sur lesquels nous travaillons. Le premier frein, c'est que les entreprises agricoles n'ont pas toute la technicité requise en matière de maîtrise des comptes de résultats, de bilan, et donc ont du mal à être formalisées. De ce point de vue, il y a un travail à faire. Le deuxième écueil que nous observons, c'est la question de la normalisation. C'est-à-dire que le marché induit des normes, exige des normes. Et par rapport
à la normalisation, il y a un avantage pour l'instant des supermarchés, des produits importés par rapport à nos produits, notamment les normes sanitaires. Et pour le marché international, les normes environnementales aussi. Vous connaissez l'histoire des fleurs coupées du Kenya. Okay? Pourtant, le Kenya fait énormément d'efforts. Donc, par rapport à l'utilisation de pesticides, ça crée des barrières à l'entrée sur le marché européen. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le marché naturel pour nos producteurs, c'est les 400 millions que nous sommes. Vous voyez, l'enjeu, c'est le marché intérieur. Okay? Et le troisième écueil, j'en ai déjà parlé, c'est l'accès au financement. Okay? Et donc là, on essaye de structurer justement les organisations de producteurs pour qu'ils puissent accéder au financement. Et vous voyez donc le lien avec le foncier dont j'ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, quel est le principal collatéral lorsque vous voulez accéder au financement? C'est la terre, c'est le terrain. Okay? Et donc, il faut qu'on développe tout ce qui est propriété foncière, les titres fonciers. Dans le cadre du Doing Business, c'est un travail remarquable qui a été fait. Malheureusement, on vient de suspendre le Doing Business, mais bon, ça continue. Les réformes doivent continuer. Et donc, ce sont ces 3 freins, parmi d'autres, qu'on a identifiés et sur lesquels on travaille. Évidemment, après, il y a toute la question de la structuration. Et j'aimerais terminer par là. Vous savez, sur les 30 dernières années, nous, on a fait les calculs. Sur 10 emplois créés en Afrique, on a eu 6. On a 6 dans le secteur agricole et rural en général. On a 3 dans les services et 1 dans le secondaire. Et donc, en termes de contribution à la valeur ajoutée globale, ce secteur agricole et rural apporte à peu près 17%. Et ça veut dire qu'il y a des gisements de productivité dans le secteur agricole. Et donc, le travail doit se poursuivre pour que sa contribution soit à la hauteur de la population qui existe dans ce secteur primaire. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Kako, merci Laurent, merci Sylvain, et merci à vous de votre attention. Donc Serge, je crois qu'il y a une pause maintenant, c'est cela, de pause café. On reprend dans un quart d'heure. Voilà. Et on apportera dans la deuxième table ronde peut-être des débuts de solutions. Merci beaucoup, merci infiniment.